invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous ce soir, le directeur de la gestion obligataire de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vincent Chéniaud nous accompagne également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Le directeur de la recherche de Generali Investments, et Zakaria Darwish avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable des solutions d'investissement taux et crédit de CPR Asset Management. Le sujet du jour évidemment c'est la Banque Centrale Européenne qui s'est exprimée à la mi-journée en annonçant un certain nombre de décisions, en préannonçant d'autres décisions à venir, en balisant le chemin de la normalisation de sa politique monétaire. Réaction, réflexion à chaud après cette conférence de presse de Christine Lagarde. Je comprends que le message n'est pas juste de sortir de mesures exceptionnelles, mais d'aller au-delà. C'est un voyage qu'elle nous propose, Christine Lagarde. Tout à fait. De façon bien poétique, Christine Lagarde a annoncé qu'on entamait le début d'un long voyage de normalisation de politique monétaire. Alors, à travers différents volets, hein, comme vous le soulignez, l'arrêt des achats d'actifs, donc qui intervient dans le mois. Et puis après, cette politique de relèvement des taux directeurs. Rappelons-le, la dernière fois, c'était en 2011. Oui, bien sûr, il y a plus de 10 ans. Et donc, on rentre dans un nouveau cycle. Quelque part, c'est rassurant parce que la BCE prend acte de l'inflation qui est vraiment bien au-delà de son objectif. Et on le voit même sur le ton très grave. La conférence de presse a commencé par ce point-là. Sur le chemin de normalisation, alors c'était quand même un meeting à haut risque parce qu'il y avait des attentes très fortes au niveau des marchés et il fallait ménager quelque part ces attentes des différents observateurs. Et dans ce sens-là, la BCE entame justement cette normalisation de la politique. Elle fait quelque chose qu'elle ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire qu'elle donne un chemin à suivre, alors que le message jusqu'à présent qui a été par les différents gouverneurs de banque centrale, c'était « we do not pre-commit », on ne s'engage pas en amont, alors que là, on nous dit, ben voilà, le prochain meeting, ce sera une hausse de 25 points de base. Le meeting de septembre, si on peut le lire d'une façon très pratique, c'est 50 points de base, sauf si l'inflation, si on a des signes de... Voilà. Sauf si l'inflation baisse d'ici le mois de septembre. Mais oui, c'est ça. Si la perspective d'inflation reste la même, voire se dégrade, c'est-à-dire avec des perspectives d'inflation encore supérieures à celles qu'on a aujourd'hui, ce sera 50 points de base en septembre. Tout à fait, voilà. Même avec une stabilisation, je pense qu'on est plutôt sur un scénario à la 50 points de base. Et puis, des hausses successives, même en cas de stabilisation ou de normalisation, on va dire, qui est selon le plan de la BCE, qui, rappelons-le, un autre troisième point qui a été évoqué lors de cette conférence de presse, ce sont les projections d'inflation, la révision des projections d'inflation de la BCE. Et on est à l'horizon de prévision qui est en 2024, on est sur une inflation à 2,1, une inflation core à 2,3, donc au-dessus de la cible de la BCE, ce qui, dans leur framework, leur permet d'amorcer cette hausse des taux d'intérêt. Ouais. C'est la première fois de son histoire que la BCE, sur son horizon de projection, signale une inflation supérieure à 2%. Tout à fait. Et donc, ça, c'est une réalisation. Alors, c'est lié principalement à l'énergie, mais c'est quelque chose qui est assez historique pour le souligner. Là, on peut être déçu de ce meeting. C'est sur le sujet de la fragmentation. Il n'y a pas eu de mesures très concrètes annoncées et on voit que les marchés réagissent assez négativement là-dessus. Fragmentation, ça veut dire qu'on regarde le taux italien en absolu et en relatif par rapport au taux allemand, par exemple, ou au taux français. Tout à fait. Donc le coût de financement de l'État italien qui est monté dans l'expectative de cette fin de programme d'achat et qui continue de monter justement suite à la réunion de la BCE. Qu'est-ce que vous retenez, Vincent, du message global de la Banque Centrale Européenne porté par Christine Lagarde, et est-ce que l'ensemble est cohérent? Est-ce qu'il y a quand même de la substance aujourd'hui dans la stratégie de la BCE à travers les nouvelles projections, la communication faite au marché, enfin une forward guidance très engagée, on va dire, et puis là où les communications qu'on peut retenir également des différents courants qui s'expriment au sein de la BCE? Oui, cohérence, pas tout à fait. Je suis assez circonspect. Il y avait en effet deux sujets aujourd'hui. Petit 1, le taux. Sur les taux, le message est très clair. C'est un message dur, c'est un message au quiche. Avant le meeting d'aujourd'hui, le marché anticipait 125 points de base de hausse. Donc 5 fois 25, sachant qu'il ne reste plus que 4 d'ici décembre. D'ici décembre. Il ne reste plus que 4 meetings, donc le marché intégrait déjà l'idée d'un meeting à 50 points de base. Ouais.
après ce meeting aujourd'hui, le marché anticipe entre 125 et 150 et penche plutôt du côté des 150. Le marché anticipe également que d'ici fin 2023, on sera à plus de 2% sur les taux BCE. Donc ça veut dire un resserrement monétaire de plus de 250 points de base. Ceux qui pensent qu'un tel resserrement monétaire aurait un impact assez limité sur l'économie vont être très déçus. En l'occurrence, si la BCE s'en tient à ce cheminement soutenu, tel que l'a décrit la BCE après le meeting de septembre, un cheminement graduel mais soutenu, ceux qui pensent que l'économie résistera à ce choc monétaire se trompent et seront déçus. Donc, dans ce sens, les prévisions de croissance associées à ce message de politique monétaire ne semblent pas tout à fait cohérents. Ensuite, il y avait la deuxième question, la question de fragmentation, en effet, qui n'a quasiment pas été traitée, puisqu'on nous dit on a des outils existants, en l'occurrence la réallocation du PEPP, donc le réinvestissement des papiers qui arriveront à maturité. Éventuellement, on pourrait même investir avant la maturité des papiers. Ceci près qu'en faisant ça, on fait de la création monétaire temporaire et donc c'est contraire à l'objectif d'inflation, donc c'est pas si facile. Ouais. Et Madame Lagarde nous dit on a éventuellement d'autres outils, on ne sait pas bien lesquels. On a l'OMT par exemple, mais on sait que c'est extrêmement contraignant pour les pays. Stigmatisant. Donc on n'a pas un message très fort là-dessus. Et donc on en ressort quand même inquiet parce que le message monétaire est dur et donc on peut s'inquiéter de la réaction de l'économie à un moment où la Fed déjà elle-même resserre très violemment. Et en l'occurrence, ce que ça veut dire un resserrement dur, c'est que les taux réels augmentent et que la croissance baisse. Ouais. Cet effet ciseau est très défavorable pour la soutenabilité de la dette et donc pour les questions de fragmentation en l'occurrence. Donc je crois qu'on peut être un petit peu inquiet sur les mois qui viennent et donc il est beaucoup trop tôt pour re-risquer les portefeuilles. Oui, encore une fois, quand on voit les prévisions, projections d'inflation fin 2024, c'est 2,1% pour l'inflation globale, c'est 2,3% pour l'inflation cœur. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le travail ne serait pas totalement achevé, on se place en théorie, dans un schéma parfait où on se retrouvera en 2024 avec 2,3% d'inflation cœur en zone euro, ça signifierait à ce moment-là que le travail n'est pas encore complété pour la Banque Centrale Européenne. Clairement, la BCE s'inquiète aujourd'hui des effets de second tour. On a des nouvelles sur les salaires. Les rémunérations par employé en hausse de 4,4% en glissement annuel. Ça traduit déjà des effets de second tour qui inquiètent la BCE, puisque ces effets de second tour ont tendance effectivement à ancrer l'inflation sur un niveau plus élevé, d'où ces prévisions à la fin de l'horizon de prévision, à 2024. Donc la BCE s'en inquiète et se dit la réponse, il faut resserrer la politique monétaire. Certes, mais l'impact sur la croissance sera significatif et on peut douter que les prévisions de croissance sont réalisées, en l'occurrence si on suit ce cheminement monétaire. Très vite, dès le début de la conférence de presse, après avoir traité le sujet de l'inflation, Christine Lagarde explique que la mise en place et l'implémentation du programme de résilience en Europe serait un soutien non négligeable, important dans cette période pour l'économie de la zone euro. Signe qu'il y a aussi une partie fiscale budgétaire aussi dont il faut tenir compte et qu'il faut espérer peut-être. Oui. C'est vrai que NGEU par exemple n'a pas été totalement dépensé, donc il y a encore de la place. Le programme Repower EU par contre est assez décevant, il n'y a rien de très nouveau, donc quand même quand on regarde le stimulus, l'impulsion budgétaire, on a quand même du mal à penser, après ce qu'on a connu en 2020-2021, que ça va suffire pour soutenir l'économie. Je dirais que la dérivée sur la politique budgétaire n'est pas très favorable. Ouais. Nicolas, qu'est-ce qui vous paraît crédible là aujourd'hui dans le discours, la communication de la Banque Centrale Européenne? Qu'est-ce qui est encore sujet ou ouvert au débat? Je rejoins ce qui a été dit, notamment par Vincent et ses inquiétudes sur la croissance. Je retiendrai trois points. Le premier point, c'est que la Banque centrale est en retard. Fondamentalement, elle est en retard. Elle doit rattraper son retard. Donc 25 points, 50 points, enfin, le rythme que Vincent décrit, il est assez énorme. C'est un resserrement super... donc ils sont super en retard. Par rapport à l'historique de la zone euro, oui. Ils sont super en retard. Et l'inflation qui était transitoire, en fait, ils sont complètement plantés. Mais elle a dit c'est pas grave puisque les autres aussi. Bon, ça c'est le premier point. Donc ils sont en retard, il faut qu'ils rattrapent le retard. Le deuxième point que je retiens, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Parce que
l'idée de monter les taux, ok, il l'annonce, très bien, pour le mois de juillet. Pour le mois de septembre, c'est une optionnalité. Moi, ça me rend en tant qu'investisseur inquiet parce que je ne sais pas bien sur quel pied danser. Et puis surtout... Ce qui est une option pour septembre, c'est 50. 50, oui, exactement. C'est 25 ou 50. Oui, et puis, on comprend quand même entre les lignes que c'est plutôt 50 de base. Et on verra si jamais il y a des surprises sur l'inflation qui permettent de se détendre. Elle a pas dit 50, elle a dit ou plus fort. Oui. Mais voilà, mais en effet, c'est surtout cette hausse-là avec aucun outil de liquidité ou d'achat d'actifs. Elle a dit qu'elle savait le faire, que tout était prêt. Mais moi, je trouve toujours attendez, Nicolas, on peut pas tout vouloir. On peut pas dire la BCE est en retard. Il faut normaliser. Elle s'est complètement plantée et dire en même temps, il faut. Alors, je vais revenir là-dessus. Mais c'est le coût de la normalisation. Alors non, c'est là où moi je suis. C'est là où je suis un peu en désaccord. Mais évidemment, qui suis-je pour le dire, avec la séquence que la Banque centrale européenne a adoptée. Je crois qu'elle a été décidée il y a 2 ans, 3 ans, qui consistait à dire on ne montera les taux que quand on aura fini les programmes d'achat d'actifs. En gros, c'était ça. Oui. Et je pense que c'est dangereux. Parce qu'en effet, la dernière... c'est trop tard, c'est fait. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Nicolas. J'ai jamais compris pourquoi ils s'entêtaient dans cette séquence. Voilà, mais c'est fait. Mais je pense que cette séquence qui consiste à dire nous allons monter les taux une fois qu'on... Et d'abord, il faut arrêter la PP, ce qui va être fait. Donc le QI, le programme d'achat d'actifs. Voilà. Et puis après, on monte les taux. Et puis après, on voit. Mais quand même, c'est compliqué. Je trouve dans son message, je trouvais ça... Mais c'est pas facile, hein. Mais c'est quand même compliqué de dire... On arrête la PP et on arrête les programmes d'achat d'actifs à partir du 1er juillet, mais on peut réactiver tous les programmes qu'on veut, mais on ne sait pas lequel. Donc on arrête d'acheter, mais on peut acheter. Mais on achète ou on n'achète pas. C'est quoi le message? Donc moi, ce que je dis juste par rapport à ce deuxième point, c'est qu'elle n'est pas vraiment prête sur ce sujet. Je pense que le staff est en train de travailler sans doute sur un outil, mais quel outil? Quelles sont les modalités? Quelles sont les conditionnalités? Quelle est la flexibilité? Quelle sera la légalité de ce programme? Toutes ces questions qui se sont toujours posées au du temps du SMP, de l'OMT, se posent encore aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas la réponse. Et donc, du coup, je m'inquiète. Parce que je me dis, c'est vrai que pour l'Italie, vous avez raison, il y a quand même 10-13 points d'écartement. C'est-à-dire les taux italiens montent plus que les taux allemands. Et donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que du coup, en effet, je pense que le fil, vous parlez d'un voyage, elle a dit un voyage, j'espère que ce n'est pas le voyage au bout de la nuit. Parce que le fil qui consiste à dire il faut combattre l'inflation et pas créer de récession et en même temps pas créer de fragmentation, c'est marché, c'est du funambulisme. C'est ce qu'on a appelé, nous, mission impossible dans le trimestriel. Et ben voilà, c'est mission impossible. Je reçois... À la fin, ça se termine généralement bien, mission impossible, hein. Au cinéma. Mais c'est Tom Cruise. C'est pas Tom Cruise, ici c'est Christine Lagarde. Oui, quand elle utilise le mot, alors le mot en anglais c'est journey. Journey, oui. Elle dit c'est un long voyage. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas de précipitation, il n'y aura pas en tout cas, au regard des éléments dont on dispose aujourd'hui, la BCE est prête à se donner le temps pour monter ses taux au niveau qu'elle jugera nécessaire, le taux neutre, mais qu'elle veut que ce soit un rythme soutenable pour l'économie. Elle a en tête cette idée quand même, ce calendrier. Mais le point clé, c'est qu'on a une zone économique monétaire où il y a une inflation qui peut être à 5% environ en France. Et à 20 ailleurs. Et à 20 ailleurs, oui. Où il y a une politique monétaire, où la dernière fois qu'on a monté les taux, c'était au moment de la crise souveraine, en 2011. 2 fois. Voilà, et on sait ce qui s'est passé, et qu'on fait cette hausse de taux au moment où les QI sont finis. Pourquoi du coup, se pose forcément la question. Moi, je la fragmentation. Pourquoi ça fait des mois que la question leur est posée. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de répondre précisément aujourd'hui? Est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une réponse dont le marché a besoin aujourd'hui là? Je pense que le marché voudra avoir des éléments de clarification d'ici la fin de l'année. Oui. Le marché va tester. Et le marché va tester. La séance du jour est emblématique, oui, effectivement. Voilà, on voit en concentré la réaction. Et je termine juste avec un dernier point sur la conclusion, ce que je trouve assez, quand même, pas fabuleux, mais enfin symptomatique, c'est l'euro. Donc la BCE commence ce programme de tightening. Les taux montent, comme a dit Vincent, de 10 points, 150 points de hausse de taux, c'est quand même... on sort la grosse Bertha, et l'euro baisse. Les investisseurs vendent des actifs. Il avait remonté un peu l'euro aussi. Hein. L'euro baisse à partir du moment où la question de la fragmentation est posée, qu'il n'y a pas de réponse. Exactement. Donc il y a un sujet de crédibilité de l'euro. Et c'est pour ça que je vous rejoins tout à fait, c'est que vraiment le sujet va être central. C'est-à-dire que oui, ok, on normalise la politique, c'est bien. Compte tenu des niveaux d'inflation, c'est nécessaire. C'est le mandat, rappelons-le, c'est le mandat principal et unique de la BCE, contrairement à la Fed. Et du coup, en fait, c'est là le choix entre la croissance et l'inflation. Ils choisiront in fine l'inflation.
La lutte contre l'inflation. Voilà, tout à fait. Et du coup, on voit aujourd'hui, effectivement, je rejoins le point, c'est que le pricing du marché est extrêmement agressif. Sur 2022, justifié par rapport au niveau d'inflation et que l'inflation ne baissera pas du jour au lendemain. Il n'y a pas d'effet de base qu'on attend qui feront qui aideront. 2023 est une autre histoire. D'autant plus que si vraiment la demande souffre de cette hausse des taux, si la demande mondiale ralentit pour différents sujets selon les zones, eh bien là, on aura une inflation plus faible. Et l'a quand même souligné pendant la conférence qu'il reste dépendant des données. C'est-à-dire qu'au final, voilà, la BCE a toujours été pressée au fait de donner un peu de forward guidance, de donner un peu de visibilité. Et c'est pour ça, je pense peut-être qu'ils se sont enfermés dans cette histoire de dire on arrête l'achat d'actifs avant de monter les taux parce qu'ils ne pouvaient pas dire quand est-ce qu'ils montaient le taux, donc ils donnaient une sorte d'information. Et là, c'est pareil, ils donnent les 25, ils donnent une idée sur les 50 de septembre. Et cette histoire de journée. Mais c'est clair que si on a des chiffres d'inflation qui ralentissent, et surtout si c'est drivé par une croissance qui ralentit, là ils auront les billes pour s'arrêter en bon chemin. Quoi. Ça veut dire qu'il faut quand même le prendre en compte aussi, parce que la BCE, c'est aussi un animal politique, de plus en plus peut-être aujourd'hui. Il y avait besoin de restaurer un peu de crédibilité aussi. Et l'agressivité du discours participe aussi peut-être à la restauration de la crédibilité de la BCE. Il y a le plan, la théorie, le discours, et puis en pratique, comment les choses évoluent. Tout à fait. D'autant plus que, vu le nombre de personnes autour de la table, et les discours qui restent quand même durs du côté allemand notamment, avec ce niveau d'inflation-là, c'était pas tenable, c'est peut-être un consensus auquel en fait on voit le résultat d'un consensus qui se dégage aujourd'hui, mais sur lequel manque quand même ce côté de la gestion de la fragmentation, sur lequel justement ça cache certainement un non-consensus sur le type de politique et sur justement par exemple si on parle des niveaux de financement, quel est le niveau de financement, le niveau d'écartement des spreads entre l'Italie et l'Allemagne. Il n'y a pas de trigger, il n'y a pas de déclencheur, il n'y a pas de mesure précise. En tout cas, c'est ce que nous dit Christine Lagarde aujourd'hui. Exactement. Vincent. Oui, il y a une forme d'incompatibilité. On dit en effet la Fed a deux objectifs, traditionnellement l'emploi et l'inflation, alors que la BCE a un objectif primaire qui est l'inflation. En réalité, moi j'ai l'impression qu'en fait, la BCE a également deux objectifs, l'inflation, mais également maintenir l'intégrité de la zone euro à partir du moment où les défauts de construction n'ont pas été résolus. Pas d'union bancaire complète, pas d'union fiscale. Ouais. Et donc la BCE a cette responsabilité. Et aujourd'hui, ils s'attaquent à l'inflation, en effet, c'est leur mandat. Mais ça expose très clairement la question de stabilité de la zone euro. Oui, mais on tourne autour de... Quand votre inflation est à 1%, oui, vous pouvez vous permettre de déployer des outils massifs pour gérer les spreads. C'est le whatever it takes de 2012 de Mario Draghi, etc. Quand votre inflation elle est prévue à plus de 2% sur votre horizon de projection, vous le dites vous-même. Comment on peut justifier un programme d'achat d'actifs, même si l'objectif est un objectif secondaire du mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est compliqué à défendre. On en revient au point de Nicolas. Quels sont les outils ? La réalité, la triste réalité, c'est que la BCE n'est pas en position d'imprimer de l'argent à un moment où l'inflation est tellement élevée. Ou alors, donc un programme d'achat d'actifs dédié au spread, c'est quelque chose de compliqué à imaginer. Quand l'inflation est tellement élevée, oui. Ou alors on dissocie complètement les outils de politique monétaire. On affecte les taux à la question de l'inflation et la politique quantitative à la question de la fragmentation. Ouais. Mais c'est quand même extrêmement compliqué. D'un point de vue communication et efficacité de la politique monétaire, ça pose quand même question. Ouais, donc la réalité, c'est qu'il faut peut-être passer la patate chaude au gouvernement avec ces questions d'action fiscale coordonnée qu'on a vu pendant le Covid. Donc c'est aux politiques de garantir l'intégrité de la zone euro comme ça doit l'être depuis le départ. Être le cas. Et en réalité, c'est la BCE qui a hérité de cette fonction. Ouais. Qui a hérité, c'est l'héritage de Draghi, rappelons-le. C'est l'héritage de Draghi, c'est Draghi qui a vraiment... Qui l'a assumé, endossé cet héritage. Exactement, avec la brèche de ramener tout à la stabilité des prix, de dire, voilà, s'il y a fragmentation de la zone, il n'y a pas de stabilité de prix, il n'y a pas de transmission de politique monétaire. Exactement. Les arguments sont cohérents, enfin, je veux dire, on peut l'entendre, ça s'entend. Le marché l'a très bien entendu pendant longtemps.
Oui, moi, 2 choses, juste par rapport à ce que vous dites. Non, pour moi, le début de la politique d'achat, c'est Jean-Claude Trichet avec le SMP. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que le risque, la politique monétaire, c'est de la politique. Donc le risque, c'est pas, faut pas qu'ils viennent avec un programme type SMP ou MT, un truc compliqué, conditionnel, parce que je suis pas sûr que le marché. Donc il y a une question de politique quand même et de communication qui sera voilà. Juste le dernier point, je pense que voilà, là on est tous à dire bon, c'est pas évident, mais je pense que cette conférence de presse, c'était mission impossible de toute façon de la réussir parce qu'elle était de toute façon dans une situation très délicate. Très délicate. Moi, ce que je trouve juste surprenant finalement, c'est qu'elle va potentiellement monter de 50 points au moment où l'inflation pourrait commencer à baisser en septembre. Certains nous disent qu'on ne sera pas loin de 9% peut-être sur la marque de septembre. Ouais, mais s'il fallait les monter de 50 points, je trouve compliqué de ne pas comprendre pourquoi il ne le fait pas en juillet. Alors, pourquoi ? Je pense que c'est une forme sans doute de compromis. Peut-être qu'elle ne voulait pas justement favoriser cette fragmentation. Il y avait un risque de marché, il y avait un risque de signer. Ah oui. Mais il y est quand même. Donc ça fait des mois qu'on en parle, des mois qu'on se prépare à des surprises. On a des surprises en permanence du côté des banques centrales. Mais c'est quand même surprenant. Mais oui, mais s'il y a une urgence telle qu'elle existe, ça ne sert à rien de dire on va peut-être le faire en septembre. C'est peut-être une manière de montrer qu'on essaye aussi de prendre en compte la partie croissance. On le dit pas, mais c'est peut-être une manière d'être. Oui, mais on dit qu'on risque de le faire quand même en septembre. Donc on repousse l'échéance. On avait l'excuse de sortir des taux négatifs. On aurait pu dire 50, premier meeting, pour repasser à 0. On met les compteurs. C'était une communication trop compliquée. C'était pas assez safe pour une banque centrale comme la BCE, marquée par quelques erreurs dans le passé. Non, mais on va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que c'est trop dangereux. Mais personnellement, je pense que le cheminement qu'on nous annonce, qui est pricé aujourd'hui par le marché, est de toute façon dangereux. En tout cas, l'été va être intéressant, on va dire, parce qu'ils vont faire la hausse le 21 juillet, et après, c'est le mois de septembre. Donc, on va arrêter les achats d'actifs, on va diminuer la liquidité, la vol est élevée, les taux montent, dans un moment où l'été... il y aura déjà une forme de stress test, vous dites, qu'on pourra évaluer à la rentrée pour voir si ça tient. Voilà, je vais reformuler, je me demande où seront les spreads italiens en septembre. D'accord. Bon, à 200 plus, la BCE ne panique pas. Non. À 200, de mémoire, on est rentré à 250 BP en mars 2020, avant le programme PEP. Donc, Donc 250, d'accord, ok. On n'est pas en situation de stress. Après, pour les États, ce qui compte, c'est le niveau absolu de refinancement. Donc le stock de dette italien, c'est 5%. Il faut qu'il baisse. Enfin, le coût, il faut qu'il baisse. Donc, tant qu'on est en dessous de 5, ça va quand même dans le bon sens. Mais je pense qu'avec un niveau de taux de 3,5, on commence normalement déjà à se poser la question de la soutenabilité de la dette. Et est-ce qu'avec ce type d'écartement, est-ce que la politique monétaire est bien transmise dans la zone euro ? Ça aussi, ça pour le coup, on est dans le cadre du mandat de la BCE. Tout à fait. Si la politique monétaire est moins bien transmise, il y a peut-être quelque chose à faire. Question assez pratique, mais parce que sur Twitter, je reportais quelques-uns des éléments de la conférence de presse de Christine Lagarde, et notamment, alors je me focalise de temps en temps sur l'OAT, même c'est vrai qu'on regarde beaucoup le Bund ou le 10 ans italien. L'OAT est à 2%, on était à 0 en décembre, donc en 6 mois, on est quand même remonté de 0 à 2%. 2%, c'est les niveaux qu'on voyait en mars 2014. Bon, c'est un monde d'avant, c'est pas non plus il y a 150 ans, et en 2014, la France faisait pas défaut avec 2%. Question très pratique, qu'est-ce que ça change pour moi en tant que particulier ? Voilà, c'est une question qui m'a été posée sur Twitter quand j'ai tweeté que le 10 ans français était à 2%. Qu'est-ce que ça change ? Ce qui change, c'est que d'abord les taux obligataires montent, donc le coût des emprunts hypothécaires notamment va continuer à monter. Donc ça, c'est une contrainte. Ce qui change, c'est que on entre dans une période d'inflation. Enfin, on est dans une période d'inflation forte et de croissance qui ralentit. Ce qui est quand même pas terrible d'un point de vue confiance, et on sait qu'on a des réformes à venir, donc on peut quand même s'inquiéter de la séquence, non pas tellement les élections législatives, mais ce qui va suivre, à savoir que la capacité des ménages d'encaisser les réformes sera probablement pas très élevée à un moment où effectivement ils sont plutôt en souffrance. Ceci dit, pour l'instant, les OAT se tiennent plutôt pas mal. Si on regarde la réaction des OAT aujourd'hui par rapport au Bund, finalement, ils collent assez près. Donc le bêta reste modéré.
il n'y a pas d'inquiétude particulière. Mais c'est vrai que la rentrée pourrait être difficile. Et en l'occurrence, structurellement, la France est quand même dans une position de fragilité. Il faut quand même se souvenir que la crise de la zone euro, c'était une question de déficit public, de dette, mais également de déficit externe. Les pays du Sud qui étaient en déficit et donc qui avaient besoin des investisseurs étrangers pour se financer. Les déficits externes de la zone euro, enfin la situation externe, la balance externe commerciale de la zone euro se dégrade forcément du fait de l'énergie. Oui. Mais en France particulièrement, le déficit commercial français a explosé dans une mesure qui est quand même relativement un petit peu inquiétante. Ça n'a jamais été notre grande force. Certes, mais là, c'est notre faiblesse si on regarde par rapport à la situation de la zone euro en moyenne. La France est dans une situation délicate. Et donc, il y a un vrai défi, vous dites, pour la France particulièrement, enfin chaque pays a ses spécificités. Le statut semi-corps de la dette française, par exemple, va être un peu challengé. Semi-corps, ça veut dire qu'on n'est pas considéré tout à fait comme l'Allemagne. Oui. Mais on n'est pas non plus considéré comme l'Espagne, le Portugal, voire l'Italie. Oui, non, absolument. La France reste semi-corps, mais on voit émerger des faiblesses qui quand même posent question. 2% sur le 10 ans français, ça change quoi dans nos vies ? Je reprends la question des gens. Oui, mais on ne s'est jamais posé la question depuis 10 ans. Vincent l'a bien résumé. Donc, si vous voulez faire un emprunt pour hypothécaire, ça va être un peu plus compliqué. D'ailleurs, on voit les taux qui montent, mais ça va continuer à monter. Ça montre aussi que, là, je vais prendre ma casquette de gérant obligataire. Avant, on avait le TINA, il n'y a pas d'alternative parce que c'était soit vous investissez sur des actions, soit vous avez des taux négatifs. Bon, maintenant, si vous avez du 2, du 3, du 4%, ça devient à nouveau intéressant d'investir dans les obligations. Voilà, comme ça, c'est autre question qu'on m'a posée. Est-ce qu'il faut que je remette dans mon PEE, dans mon assurance, est-ce qu'il faut que je remette des obligations 2%, c'est bien, mais l'inflation à 8%, ça ne me donne pas non plus un rendement délirant à l'instant T, en tout cas. Bien sûr, bien qu'il y ait très peu d'actifs, à ma connaissance, qui vous est donné aujourd'hui du taux positif, enfin au-dessus du taux d'inflation. Moi, ce que je veux juste dire sur les OAT, quand même, c'est que le niveau de spread, en effet, est raisonnable. Il n'intègre pas une possible victoire de la NUPES aux élections législatives, qui n'est pas le plus probable, mais qui, si elle venait à arriver, fait que je pense que le spread pourrait se tendre, c'est-à-dire que les taux français pourraient monter moins de, j'irais, de 30 points, 20 à 30 points, ce qui n'est pas du tout... Le spread ou les taux ? Les spreads. D'accord, on est à 55, oui. Donc on pourrait voir peut-être 75, 80. Exactement, moi je pense que c'est pas anticipé, c'est pas le scénario principal, mais enfin... Ouais. Comme il y a, je sais pas, une espèce d'anesthésie générale, j'ai vu un sondage quand même qui montrait qu'ils étaient au coude à coude. Donc voilà, donc à suivre néanmoins. Ça, anesthésie générale, ça bouge quand même, je trouve. Oui, non, mais le marché n'est pas très sensible à ce point-là. Donc ça, c'est un point. Et juste aussi revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur les investisseurs. Moi, j'ai quand même constaté qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui ont vendu de la dette européenne au cours des derniers mois. Et donc, c'est aussi qui va acheter cette dette-là, puisque avant, en 2020-2021, elle était achetée quasiment... le financement était acheté par la Banque Centrale Européenne. Donc, il va falloir trouver des acheteurs. À ces prix-là, en relatif, c'est facile d'attirer peut-être des fonds de pension. Mais il faut le comparer par rapport aux autres taux, les taux américains, les autres taux. Mais en effet, ça va redevenir peut-être intéressant. Donc moi, ce qui m'intéressera, c'est de voir est-ce que les investisseurs étrangers, asiatiques, vont réinvestir sur des dettes italiennes ou des dettes françaises. C'est ça que je vais suivre dans les ça va redevenir intéressant ou c'est déjà revenu intéressant pour répondre à la personne qui demande Edge, c'est redevenu intéressant. D'accord, pour un investisseur étranger, vous dites couvert du change. Mais moi, je ne vois pas. Non, mais pour un Européen, pour quelqu'un en euros. Est-ce que c'est intéressant d'acheter sur la dette française Moi, je ne l'achèterai pas à ce niveau-ci pour l'instant. Voilà, c'est une réponse. Non, moi, je ne l'achèterai pas à ce niveau-ci. Je préfère, toute chose égale par ailleurs, investir sur la dette américaine. À 3%. À 3%. Je notais, parce que j'avais regardé un peu le spread avant l'élection, enfin quelques semaines avant la présidentielle, le spread, il était plutôt autour de 40 entre la France et l'Allemagne. Ouais. Et puis après, c'était 50, et puis maintenant, c'est 55. Tout à fait, oui. C'est vrai. Donc on n'est jamais revenu sur les niveaux d'avant la séquence politique française. Donc il y a une dimension politique là. Il y a une dimension apprentissage des investisseurs non locaux. C'est que on se rappelle en 2007, il y a une très 2012. 2012, oui. Oui, c'était quand ? Non, 2017. 2017, dernière élection. Oui, bien sûr. Oui.
les spreads c'était beaucoup plus tendu. Ouais. Et là, au fait, on n'a pas eu il y avait une réaction, mais qui était relativement faible. Par contre, 2017, juste après les élections, il y avait plus, on parlait plus de sujet, parce qu'il y avait les législatives. Là, vu qu'il y a les législatives, je pense qu'il y a quand même un peu de pricing qui est là-dedans. Il y a beaucoup de, quand on lit les notes de recherche, il y a plusieurs grandes boutiques qui s'inquiètent au fait de. On écrit des notes sur les législatives françaises là, voilà, ça circule, ça commence à circuler dans le marché. On voit les investisseurs vont plus s'intéresser aux législatives que les électeurs français. Oui, on voit les sondages français maintenant faire la une de la presse anglo-saxonne qui dit attention, c'est au coude à coude et ce qui fait que ça explique une partie de ce spread-là. Après, on revient au sujet de fond, c'est le sujet de la fragmentation. C'est que s'il y a une énorme pression sur l'Italie, il y aura un bout de cette pression aussi sur tous les pays semi-corps dans la France. Et ça rejoint le sujet de est-ce qu'un investisseur étranger achèterait de la dette européenne ? Déjà, historiquement, c'était les Japonais qui achetaient de la dette italienne. Ils ne reviendront pas sur la dette italienne s'ils pensent qu'il y a un sujet de fragmentation. S'ils n'ont pas la garantie qu'il y a effectivement quelqu'un qui est là pour gérer la fragmentation. Que ce soit sur le spread italien et que ce soit aussi sur la devise euro. Sur la politique française, j'avoue que je n'avais pas prévu d'en parler, que je ne pensais pas que c'était encore un sujet de marché, mais si, c'en est un, forcément. Pour moi, la composante idiosyncratique du spread est quand même très faible. Oui. Le spread est certes passé de 40 à 55, mais c'est surtout un effet BCE. Tous les spreads se sont écartés. Parce que ça remonte de partout. Voilà, le seul qui s'est vraiment beaucoup écarté, c'est le BTP. Si je regarde par exemple les spreads crédit, investment grade, donc les compagnies de bonne qualité, les spreads se sont beaucoup plus écartés là que sur le soft core ou même des pays comme le Portugal ou l'Espagne. Donc le crédit investment grade, IG, me semble offrir de la valeur aujourd'hui. Par contre, sur les spreads européens, oui, l'Italie s'est pas mal écartée, mais il y a encore de la place. Les spreads France, Espagne, Portugal, pas tellement. Et je pense que le risque, effectivement, reste à la hausse. Pour des raisons idiosyncratiques. Alors moi, la France, ce ne sont pas tellement les élections qui m'inquiètent, c'est plus les problèmes économiques structurels dont j'ai parlé précédemment. Mais dans un environnement où la BCE va arrêter d'acheter, va remonter les taux, c'est un environnement quand même assez peu favorable pour ces spreads. Bon, alors j'apporte une petite information au-delà de la zone euro, à la périphérie de la zone euro, ailleurs dans le monde. Il y a une banque centrale, la banque centrale polonaise. Le gouverneur s'est exprimé aujourd'hui après une 9e hausse de taux consécutive hier, 75 points de base, 6% de taux directeur en Pologne. Le gouverneur considère que ça y est, là, le job est fait et qu'on va pouvoir se détendre et ralentir le rythme de resserrement. La Pologne a passé, semble-t-il, un pic. Bon, les pays émergents, de façon générale, clairement, ont été précurseurs dans cette séquence. Ils ont relevé les taux depuis maintenant un certain temps. Et d'ailleurs, les marchés émergents, en général, sont plutôt très bons marchés. Les spreads émergents, la dette en devise locale, évidemment, a beaucoup souffert de ces hausses de taux. Les marchés d'actions, également, ont beaucoup souffert. Donc, ils sont en avance. Effectivement, ils sont très en avance par rapport à nous. Donc, la question, c'est pour la BCE, jusqu'où elle doit aller avant d'estimer que le job est fait. Ouais. Madame Lagarde a refusé de discuter de cette question. On estime que le taux neutre est probablement autour de 1,50%. Mais elle a refusé de s'engager sur cette voie périlleuse. Oui, elle veut bien s'engager c'est pas la seule. sur quelques... personne communique sur le taux neutre. Personne ne communique. Oui, c'est un truc de geek, c'est un truc d'économiste, quoi. On le sait après, de toute façon. Oui, la Pologne, non, mais je trouvais intéressant de mettre en confrontation. C'est pas un petit pays, la Pologne, c'est aux frontières de l'Europe, c'est face à la Russie, ça a pris quand même en pleine figure tous les sujets russes. Et ça montre aussi au fait que la hausse des taux n'est pas forcément très populaire en fait aussi à gérer. On a le même sujet aussi sur la République tchèque qui est juste à côté, qui a eu le même cycle de hausse des taux, auquel le président en fait il a juste débarqué le gouverneur de la Banque centrale pour mettre quelqu'un de plus dovish pour justement arrêter ce cycle de taux. On voit justement le Brésil, la devise est aussi corrélée à ce qui se passe en termes de matières premières. On voit juste l'inflation commencer à ralentir et du coup il y a des sujets soit plutôt de relance fiscale pour alléger sur les ménages ou des sujets comme ça. Donc on voit en fait effectivement que on est effectivement quelque part en amont, on avance sur ce qu'on vit dans nos économies. On voit aussi que la hausse des taux oui peut-être ça répond au sujet de l'inflation, mais l'impact sur les ménages n'est pas à négliger, quoi.
Il y avait une petite question aussi, alors là aussi, vous me direz c'est périphérique, mais bon, l'enjeu de la transition énergétique, c'est quand même au cœur de tout aujourd'hui. Est-ce que la BCE a un rôle à jouer dans cette histoire-là, Nicolas? Bon, la question est posée. Est-ce que la BCE pourrait trouver une manière d'apporter un coût de financement préférentiel? C'est-à-dire pas entraver la normalisation, il faut normaliser, mais garder peut-être une facilité green pour permettre à la transition de se faire de la manière la plus fluide possible. Je vais essayer de faire un lien entre ce que vous avez dit et ce que vous avez dit. Et il y a un lien, en fait, c'est ce qu'on appelle la greenflation, donc l'inflation qui provient un peu du déséquilibre offre-demande par rapport au financement, au plan d'investissement qu'il faudra mettre en œuvre face au changement climatique. D'un coût de l'énergie qui va être structurellement plus élevé que Et ce que vous avez dit tout à l'heure sur les banques centrales aussi qui s'arrêtent un peu, c'est que fondamentalement, on a une inflation qui est très élevée à cause principalement, même s'il y a une spirale inflationniste, du choc énergétique. Quand même un point, c'est que par rapport aux énergies non fossiles et renouvelables qu'il faudra financer avec des plans assez massifs, assez massif, c'est 3-4% du PIB par an qu'il faudra sans doute mettre pour financer ça. Quand on voit comment on fabrique une éolienne ou quand on voit comment on fabrique une batterie, c'est du lithium. Le lithium, ça a explosé au cours des derniers mois et ça, même si des analystes qui voient que ça baisse, ça va rester une matière première sous pression. Les terres rares qui sont nécessaires pour fabriquer une éolienne, c'est aussi des matières premières qui mettent sous pression. Donc, il y a une vraie pression sur les matières premières qui est effectivement assez inflationniste. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'au-delà des effets de base et des prévisions d'inflation sur le court terme, sur le moyen terme se pose la question de savoir si ce financement et ce plan d'investissement ne va pas créer un peu plus d'inflation durablement. Et du coup, face à ça, effectivement, les banques centrales, que doivent-elles faire? Parce qu'à la fois, elles ont ce mandat de contrôler l'inflation, mais est-ce que finalement, il ne faut pas aussi accompagner? Je pense que oui, il faut accompagner. Alors la Banque Centrale Européenne, et Christine Lagarde, quand elle a pris la responsabilité de la Banque Centrale Européenne, avait dit, je me souviens dans ses premiers discours, que c'était vraiment son objectif de financer et d'accompagner cette transformation. Verdir la politique monétaire. Il y a plein de façons de le faire. Et pour l'instant, on n'a pas vu encore beaucoup de choses. Il y a une approche de risque qu'elle peut adopter, qui a été adoptée par la Bank of England et aussi la BCE, faire des stress tests climatiques. Il y a une approche dans le quantitative easing. Elle pourrait cibler différentes programmes, différentes entreprises, mais il se pose la question de la taxonomie européenne. Oui. Qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas vert. Et puis, elle a parlé de LTRO Green. Mais là, je ne sais pas si elle n'était pas un petit peu en train de rêver en vert, parce que je ne suis pas sûr que le truc est complètement... Elle dit c'est une idée. C'est une idée, voilà. À considérer. Mais je pense que ce n'est pas finalisé. Donc oui, elle a un rôle. Là encore, il faut voir les détails. Et le grand défi des prochaines années, c'est à la fois de financer ça, de veiller à ne pas créer, à accompagner effectivement les gens qui sont les plus pauvres et qui sont confrontés à la hausse des prix, et cette hausse des prix généralisée qui va être alimentée par cette transition énergétique. Ça devient un sujet pour une banque centrale comme la BCE, avec le mandat qu'elle a aujourd'hui ou pas Oui, absolument. Et clairement, Madame Lagarde est très concentrée sur ce sujet, très préoccupée de ce sujet. Donc je partage. Risque, réinvestissement des obligations corporate, LTRO vert. Je pense que la BCE a plusieurs outils dans sa boîte. Elle peut participer à la facilitation Après, de la transition énergétique. Elle peut participer et tout ça sera très bienvenu. Il y a quand même un challenge très important, ce que j'appelle moi le nouveau triangle d'incompatibilité, plutôt pour les nouveaux gouvernements. Comment assurer la transition énergétique, mais également militaire, alimentaire, tout en, ça va coûter un pognon de dingue, comme dirait notre président, tout en maintenant la stabilité budgétaire et en maintenant la stabilité sociale et politique. C'est un enjeu majeur et la BCE ne pourra pas tout régler toute seule. Les gouvernements vont devoir agir et notamment agir de façon concertée au niveau européen. Bon, voilà pour le plan de mission, effectivement, pour la BCE et les gouvernements en zone euro. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous, les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Chéniaud, le directeur de la recherche de General Investment, Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux et crédit de CPRM, et Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire de Candriam.